Nous allons, Christian, évoquer maintenant avec Françoise Coulonja, qui est directrice régionale de la DGFiP Grand Est et du département du Bas-Rhin, et qui est notre commissaire du gouvernement au sein du Conseil régional d'Alsace. Donc nous allons, puis tu vas garder la main pour les 2 prochaines thématiques, et en tout premier lieu, je souhaiterais que tu puisses évoquer avec Madame Coulonja le volet fonds de solidarité qui a déjà un petit peu été abordé tout à l'heure avec Lila Merabé, mais en tout cas sur son volet 1. Donc je te laisse la main, ainsi qu'à Madame Coulonja sur cette partie-là. À toi, Christian. Bonsoir à tous, tout d'abord, et je remercie Madame Coulonja de bien avoir voulu participer à cette expérience, cette première expérience. J'espère qu'on pourra la renouveler. Et je la remercie aussi pour tout l'accompagnement qu'elle démontre à l'égard de notre profession, notamment en Alsace, puisqu'elle est commissaire du gouvernement au niveau de notre CRO Alsace. Je délègue pour les autres. Ah ouais. Alors, Madame Coulonja, on a bousculé un peu la chronologie des opérations, mais bon, le fonds de solidarité, voilà, vous êtes surtout concerné par le volet 1, mais peut-être que vous pourrez aussi nous donner quelques informations sur le volet 2. On verra. Je vais vous laisser la parole, sachant que les principales questions qui nous ont été transmises portent notamment sur l'évolution des conditions d'obtention de ce volet 1. La reconduction au mois de mai, mais ça je crois que c'est acquis, la problématique des entreprises en redressement, et puis peut-être que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur l'étendue de l'utilisation de ce fonds de solidarité. Très bien. Alors sur le fonds de solidarité, c'est vrai que entre la première ordonnance qui l'a prévue et maintenant, ça a beaucoup évolué, aussi bien dans les personnes, enfin les entreprises qui étaient concernées, que dans les montants et dans les conditions de détermination des personnes, des entreprises qui pouvaient être bénéficiaires. Donc pour bénéficier du volet 1, parce qu'avant d'avoir le volet 2, il faut avoir le volet 1. Donc pour bénéficier du volet 1, il faut être une personne physique ou morale de droit privé, résidente fiscale en France, ça c'est impératif, qui exerce une activité économique sous le terme entreprise, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les professions libérales, les autres agents économiques, quel que soit leur statut, que ce soit une société, un entrepreneur individuel, une association, et quel que soit le régime fiscal et social, donc y compris les micro-entrepreneurs. Donc, par exemple, une SCL, qui est une société civile dotée de personnalité morale, dès lors qu'elle exerce une activité économique, telle que la fourniture de locaux, matériels ou personnel à ses membres pour l'exercice de leur activité, et qu'elle remplit les critères d'éligibilité prévus par le décret, peut bénéficier de l'aide du fonds de solidarité. Donc ça, c'était une question qui avait été posée et à laquelle je réponds. Depuis récemment, les agriculteurs membres d'un GAEC, d'un groupement agricole, les artistes auteurs et les entreprises en redressement judiciaire, de même que celles qui sont en procédure de sauvegarde, peuvent également bénéficier du fonds de solidarité. Donc par exemple, pour les entreprises en redressement judiciaire, elles sont traitées comme les autres. Les créances qui sont visées par le redressement judiciaire sont considérées à jour. Donc, les créances qui sont postérieures, l'entreprise doit respecter, bien sûr, les conditions de paiement, de déclaration et de paiement, et pour pouvoir remplir la notion d'absence d'aide fiscale et sociale. Et pour pouvoir prétendre soumettre à un marché public, le fait que les créances soient inscrites au redressement judiciaire lui donne droit, c'est comme si elle était à jour de ses créances fiscales et sociales. Par contre, pour celles qui sont en RJ, avant le 1er mars 2020, elles ne peuvent pas prétendre au fonds de solidarité. Voilà, quand elles sont en LJ, oui, en liquidation judiciaire. Donc, pour en bénéficier, il faut avoir un effectif qui soit inférieur ou égal à 10 salariés, avoir un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros au titre du dernier exercice, on va voir un peu comment ça se calcule, et subir au titre du mois de mars, avril et mai 2020, soit une interdiction d'accueil du public,
soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. C'était prévu 70 ou 75% dans la première mouture. Et voilà, ça c'est descendu. Ça n'arrête pas parce qu'on n'arrive jamais à être à jour parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Donc, à compter des pertes d'avril et de mai, les conditions pour bénéficier de l'aide pour les entreprises dont le dirigeant bénéficie d'une pension de retraite ou d'indemnité journalière se sont assouplies parce que dans la première version, il n'y avait pas le droit. Pour les pertes d'avril et de mai, ça s'est assoupli et le montant des pensions et indemnités perçues ou à percevoir sera déduit par contre du montant de l'aide qui sera versée. Donc, la référence pour le calcul de la perte du chiffre d'affaires, elle est précisée dans plusieurs tableaux en fonction de la période. Donc, au titre du mois de mars, c'était toutes les entreprises qui étaient existantes au 1er mars 2019. Et avec le chiffre d'affaires, on comparait le chiffre d'affaires de mars 2019 par rapport au chiffre d'affaires de mars 2020. Ou le chiffre d'affaires de mars 2020 par rapport au chiffre d'affaires de mars 2019. Pour les entreprises qui étaient créées après le 1er mars 2019, le chiffre d'affaires, on calcule le chiffre d'affaires moyen entre la date de création et le 29 février 2020. Et c'est ce chiffre d'affaires moyen qu'on compare au chiffre d'affaires du mois de mars 2020. Et pour les entrepreneurs qui ont soit un congé maladie ou un accident de travail ou de maternité, c'est le chiffre d'affaires moyen entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020. Ça, c'était pour le mois de mars. Pour le mois d'avril, mais c'est important de le savoir parce que comme ça va être rétroactif pour ceux qui s'ouvrent désormais au fond, il vaut mieux connaître les conditions du mois de mars pour pouvoir savoir comment le calculer. Enfin, c'est l'application qui le calcule, mais savoir si on peut y prétendre ou pas. Au titre du mois d'avril, c'était toujours les entreprises qui existaient au 1er avril 2019, donc c'était le chiffre d'affaires du mois d'avril 2019 ou, au choix de l'entreprise, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Ça se complique. Pour les entreprises créées à compter du 1er avril 2010, après le 1er avril 2019, c'était le chiffre d'affaires mensuel moyen entre la date de création et le 29 février 2020. Et pour les entreprises qui ont été créées après le 1er février 2020, c'était le chiffre d'affaires réalisé au mois de février, ramené à un mois, si c'était une partie seulement de l'année. Donc là, on a étendu pour les entreprises qui étaient récemment créées. Mais c'est vrai qu'une entreprise qui se crée, ce n'est pas très représentatif les premiers mois d'activité. Ce n'est pas vraiment des mois d'activité très représentatifs. Alors, au titre du mois de mai 2020, on regarde les entreprises qui existent au 1er mai 2019 pour les chiffres d'affaires du mois de mai 2019 qu'on rapproche du chiffre d'affaires du mois de mai 2020. Ou, au choix de l'entreprise, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Pour les entreprises qui ont été créées au 1er mai 2019, c'est le chiffre d'affaires mensuel moyen entre la date de création et le 29 février 2020. Et pour les entreprises qui ont été créées à compter du 1er février 2020, c'est le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 ramené à un mois, que l'on compare avec le chiffre d'affaires du mois de mai. Donc on voit quand même qu'il y a un fil conducteur, c'est que c'est toujours des entreprises qui ont été créées avant le 1er mars 2020. Donc la tolérance, c'est celles qui ont été créées jusqu'à la fin du mois de février 2020. Donc ça, c'est le fil conducteur. On voit que le Fonds de solidarité n'a pas cessé d'évoluer pour couvrir le plus largement possible tous les secteurs professionnels impactés et s'installer dans la durée. Donc ainsi, les dernières modifications du 12 mai, c'est qu'on prolonge le fonds, le premier volet du Fonds de solidarité sur le mois de mai. Bon, bien sûr, pour les entreprises qui peuvent y prétendre. On augmente les seuils des pensions de retraite ou les indemnités journalières de sécurité sociale versées aux dirigeants de 800 à 1500 euros, mais on déduit bien sûr ces indemnités de la débilisation du fonds de solidarité, des 1500 euros qui étaient concernés. On a aussi une extension au titre du mois d'avril et de mai 2020 aux entreprises qui ont été créées donc entre le 1er février et le 1er et le 29 février 2020. On a une extension aux associations assujetties aux impôts commerciaux qui emploient au moins un salarié
aux artistes auteurs et aux associés des GAEC au titre des mois mars, avril et mai, c'est-à-dire que c'est rétroactif pour ceux pour lesquels ça s'ouvre. Et le délai de dépôt des demandes a été étendu pour ces catégories-là jusqu'au 15 juin pour les mois d'avril et de mars à avril, alors que c'était clôturé pour ces catégories vers la fin du mois vers le 20 et quelques avril. Donc on rouvre pour ces catégories-là, on rouvre jusqu'au 15 juin. Donc alors une association qui est assujettie aux impôts commerciaux, qui emploie au moins un salarié et qui remplit les mêmes conditions que les autres entreprises peut bénéficier du fonds de solidarité dans les conditions que je viens de rappeler. Donc ça, c'était aussi une question qui avait été posée. Oui, c'est une question qui faisait partie. Voilà. Donc j'ai essayé de synthétiser toutes les questions pour répondre à tout ce qui m'avait été posé. Comment bénéficier du... Oui. Pardon, oui, j'ai une question là qui vient juste d'arriver par le chat, où on me demande si on a une date précise d'application concernant les nouvelles conditions portées à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20 salariés concernant l'aide du fonds de solidarité. Moi, j'ai pas ça. Pour le fonds porté à 2 millions, l'annonce, elle est de quand? C'est une question qui vient d'un participant au webinaire, donc C'est pour le tourisme? Pas précisé. Parce que pour l'instant... Mais bon, si on n'a pas la réponse, bon, c'est pas grave. C'est à la suite. On attend des décrets, ils ne sont pas encore sortis. Tout ce qui est tourisme, on en a parlé tout à l'heure, on n'a pas les décrets encore. Ben, je ne sais pas si c'est des décrets ou le projet de loi de finances, hein, de rectificatif, je ne sais pas. Alors, comment bénéficier du volet 2? Donc, pour avoir le volet 2, il fallait bénéficier du volet 1. Alors, les principales conditions pour le volet 2, c'est avoir bénéficié du volet 1 au titre de mars, avril ou mai, employer au moins un salarié au 1er mars 2020 ou avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020. Avoir un chiffre d'affaires constaté au titre du dernier exercice clos d'au moins 8 000 euros. Donc, on descend vraiment dans les très, très petites entreprises. Avoir un actif disponible qui ne permette pas de régler les dettes exigibles à 30 jours et le montant des charges fixes, y compris les loyers commerciaux professionnels, dus au titre des mois de mars, avril et mai 2020. Ça, c'était aussi une question posée. C'était sur quelle charge? Donc, c'est les charges du mois de mars, avril et mai 2020. Les conditions s'apprécient au jour de la demande. Les charges fixes étant celles spécifiquement dues au titre des 3 mois considérés. Donc ça, c'était aussi une question qui était posée. Il faut que l'entreprise ait effectué depuis le 1er mars 2020 une demande de prêt de trésorerie d'un montant raisonnable auprès d'une banque dont l'entreprise était cliente à cette date et essuyer un refus ou une absence de réponse, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, une absence de réponse dans le délai de 10 jours. Ce qui permet quand même de voir, parce que je ne sais pas si toutes les réponses sont données dans les 10 jours. Donc l'aide, comme vous l'avez... Comment? Oui, pardon, je vous coupe, Madame Coulonja, parce que j'ai des questions qui arrivent en direct. Alors, je vais me permettre de vous les poser. On n'aura peut-être pas forcément les réponses, mais... Tu as 2 minutes pour les questions et pour les réponses. Sur le fonds de solidarité, on va essayer de se dépêcher. Alors, j'ai une question sur le fonds de solidarité. Est-ce qu'il est cumulable avec les ARE du Pôle emploi? Mais je ne suis pas certain que ce soit dans votre domaine de compétences. On pourra peut-être poser la question. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on cumulerait avec les pôles emploi? Le fonds de solidarité. Avec l'ARE. Avec l'ARE, oui. Je ne sais pas. Là, on note et puis on vous le fera passer si on a. Alors, pour les 2 millions, là, c'est pour le secteur du tourisme. Ce n'est qu'un projet. Rien n'est passé pour l'instant. Après, j'ai une question technique, enfin pratique, sur les associations. Comme on est un peu courantant, on nous demande où doit-on saisir la demande pour le fonds de solidarité pour les associations? Ben pareil, sur le apo.gouv.fr.
Il y a quelque chose d'autre? Oui, mais c'est la région qui prendra le relais là. Donc, il y a le formulaire qui va leur permettre de… Tout est dématérialisé, que ce soit le fond 1 ou le fond 2, ça se passe systématiquement en ligne. On a très peu, je ne sais même pas, parce qu'on pouvait éventuellement distribuer des imprimés papier. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des entreprises qui aient sollicité du papier. Je n'ai pas entendu dans mes services, parce que là, on l'aurait traité manuellement et ça aurait été beaucoup plus long pour indemniser. Alors que là, ça va c'est la région qui va le gérer en fait. Ce sera non, mais j'ai parlé du volet 1, parce que le volet 1 aussi est concerné. Hein. Mais la région, oui, c'est pareil, c'est dématérialisé. Alors, pour vous donner juste une information quand même, puisque c'est quoi qu'il en coûte, donc je vais toujours vous dire, le volet 1 et 2 au 20 mai, du 19 mai, donc c'était la semaine dernière, parce que j'ai écrit des statistiques hebdomadaires, on était à 201 495 000 € distribués pour le grand texte, pour le volet 1 et le volet 2. Le volet 1 correspondant à 187 466 000 €. Et ça a touché 91 644 entreprises. Donc ça fait une moyenne de volet 1 plus 2 de 2199 € par entreprise. Donc ça paraît peu par entreprise, mais quand on voit le cumul, c'est énorme quoi, par rapport au… Oui, ça fait des chiffres importants, effectivement. Le président Rotner le disait… Nous allons passer au dernier thème, sans quoi on n'aura pas le temps de l'aborder, et tu vas conserver la parole, ainsi que Madame Coulonja, qui est le sujet du report des charges, et ce sera peut-être également l'occasion de faire un point. Ce sera peut-être également l'occasion de faire un point sur les délais, les dates de dépôt des déclarations, peut-être bien repréciser ce qu'il en est et ce qui est attendu. Pour ce thème, tu vas t'entourer de Madame Coulonja et de Rui Dias en sa qualité de président de l'URSSAF Lorraine pour pouvoir nous expliquer sur les reports de charges. Alors sur les reports de charges, donc autant fiscaux que sociaux, on va peut-être sur la fiscalité, on a une question tout simplement sur le report de la liquidation de l'IS, tout simplement. Comment justifier le report de la liquidation de l'IS pour des problèmes matériels liés à la réception des pièces comptables. Et puis une autre question rapidement sur la déclaration IRPP, à savoir est-ce que le fait pour un expert comptable de saisir cette déclaration directement sur le site impôt.gouv sur le compte de son client, est-ce que c'est considéré comme une déclaration dématérialisée et donc bénéficiant du report au 30 juin? Alors, sur le report d'IS, donc c'est possible jusqu'au 30 juin, mais par contre, il n'y a pas de formalité, enfin, il faut le demander expressément, non? Il ne faut pas le demander? Ici, il faut le demander. Il faut le demander, je pense, hein, expressément. Oui, il faut le demander, oui. Mais, comme je vous avais dit, M. Berthold, quand un cabinet comptable a des difficultés, j'avais dit que moi j'acceptais personnellement une liste de clients en me disant ben voilà on ne peut pas, mais par contre on est la liste parce que c'est individuel, c'est pas collectif, c'est pas un report généralisé. Peut-être contrairement à l'URSSAF, c'est pas un report généralisé. Donc là c'est obligé de le demander. Alors après la deuxième question c'était sur l'impôt sur le revenu. Vous pouvez, pour les entreprises, les chefs d'entreprise qui sont liés pour leur déclaration d'impôt sur le revenu à leur déclaration professionnelle, ils ont jusqu'au 30 juin. Qu'ils le fassent par impôt.gouv ou par EDI, parce que je pense que vous pouvez le faire par EDI, quelle que soit la procédure. Oui, parce que c'était pas tout à fait clair quand même dans certaines docs où on faisait plutôt explicitement référence à l'EDI. Les entreprises individuelles, si leur exercice était clos avant le 31 décembre, c'était reporté et déposé, c'était reporté automatiquement sur leur déclaration. Donc c'est que celles qui clôtureraient au 31 décembre et qui auraient besoin un peu plus de temps pour déclarer, là vous avez jusqu'au 30 juin. C'est-à-dire 2 semaines, un peu plus de 2 semaines de plus que dans la région, parce que, enfin, au moins dans le département du Bas-Rhin, c'est jusqu'au 11, mais peut-être que les Ardennes, c'est plus tôt, hein, parce que c'est en fonction du numéro Donc, pour les entreprises qui sont liées en fonction de leur déclaration professionnelle, c'est jusqu'au 30 juin, quelle que soit la procédure. Ok.
On va peut-être clore pour la partie fiscale, Madame Coulonja, puisqu'il est déjà 18h20 et qu'on a encore une belle partie sur la partie sociale. Donc je vous remercie pour vos informations.